La tranche info place maintenant au focus et ce soir, je reçois notre spécialiste de l'économie ici à Canal 10, Sabine Rome. Bonsoir Sabine. Bonsoir Harold. Alors tu as un événement pour les vacances, donc il va se dérouler tous les dimanches. Une petite formule sympathique pour aider à la promotion justement des producteurs locaux. Mais avant ça, je voulais quand même faire un point économie avec toi, puisque tu scrutes l'actualité économique guadeloupéenne et internationale de façon très précise. Hein. Tu es très pointu dans ce que tu fais. C'est gentil, mais aussi j'aurais pas dit spécialiste. Moi, je dis spécialiste. C'est gentil. Parce que franchement, c'est un plaisir effectivement d'écouter tes analyses qui sont souvent très justes. Et merci. Tu as, et qui sont toujours anticipées par contre. Oui, j'arrive toujours à voir le problème arriver avant qu'il ne soit là. Exactement. Ah non, c'est pour ça que je dis spécialiste. Hein. J'écoute les professionnels. Et donc, c'est cette écoute qui te permet d'entrevoir ce qui va... Oui, parce qu'ils savent. Quand tu as travaillé pendant 40 ans ou pendant 25 ans dans un secteur, tu sens, on a déjà vécu des crises, donc tu sens quand quelque chose commence à ralentir, quand les gens commencent à ne plus sortir. Donc, ils nous le disent. Et moi, quand ils me le disent, j'écoute et j'entends. Donc, il faut une oreille active déjà auprès des chefs d'entreprise. Je pense aussi. C'est pas trop le cas? Je ne sais pas. Là, par contre, je ne sais pas, puisque je ne sais pas comment ça se passe pour les autres personnes. Mais c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de faire attention à ce genre de choses. Comment se porte le tissu économique guadeloupéen ? Alors, c'est très compliqué. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Comme tu le sais, sur Canal, en plus, dans mon émission, qu'on a reçu le gouvernement pour le lancement de la crise. Donc, il fallait mettre les entreprises en sommeil. On avait déjà vu, les entreprises avaient déjà dit qu'en 2022, on serait toujours en ralentissement au niveau économique. Donc là, c'est très compliqué. Je n'ai pas les derniers chiffres. Je pense que je les aurai à la rentrée. Donc, on va relancer l'émission Entreprums. Mais déjà, les économistes au niveau de l'IEDOM, en 2002, ils avaient déjà fait un calcul et la Guadeloupe avait déjà perdu 3 points de PIB. Alors, je précise, je profite de ton audience. Avant, lorsque M. Chalus est arrivé, c'est vrai qu'il avait réussi à remonter l'économie de la Guadeloupe. Et franchement, par rapport aux autres départements, on était largement au-dessus. On était vraiment à plus 3, plus 4 de points de PIB. Et c'est important parce que les autres territoires au niveau de l'Hexagone, ils n'avaient pas ce que nous, on avait. En 2020, après le premier confinement, ça a eu un impact vraiment, puisqu'on a dû faire partir tous les touristes. En plus, on avait l'ancien préfet qui était après avec Monsieur Lecornu. Donc, ça a vraiment ralenti notre activité et ça l'a cassé puisque les touristes sont partis à une période où, premièrement, on était en pleine saison touristique. Deuxièmement, on était en pleine saison agricole. C'est-à-dire que c'est la période où nos éleveurs récoltaient ce qu'ils devaient vendre et c'est la période où ils faisaient le plus de chiffre d'affaires. Par exemple, puisqu'ils revendaient aux hôtels, aux restaurants qui étaient fermés. Qui ont tous fermé, surtout les cantines scolaires et tout. Donc tout a fermé. D'ailleurs, on a mis en place, il y a des Guadeloupéens ont mis en place des collectes de fruits et légumes pour pouvoir distribuer un petit peu partout dans la Guadeloupe. Ça, c'était génial. La région a pris assez rapidement le relais pour aller distribuer aux personnes âgées et tout. Mais ça a cassé l'économie au niveau de l'agriculture. Les gens ont perdu et il y a eu des pertes sèches puisque le gouvernement n'a pas pris ces pertes-là en compte lorsqu'ils ont aidé les rares personnes, enfin les quelques personnes qu'ils ont aidées, puisqu'on a aussi un deuxième problème. D'ailleurs, j'avais posé la question à l'époque, Bruno Le Maire avait nommé Thomas Courbe comme bras droit pour gérer la crise. Il nous a fait une interview, je lui avais posé la question et ils n'ont pas pris en compte tout ce qui a été perdu. Donc ça veut dire que tout ce qui a été planté, récolté n'a pas été dédommagé. D'accord. Et en plus, les gens devaient être à jour de charge, ce qui est compliqué sur notre territoire puisque les collectivités, lorsque les gens travaillent pour des collectivités ou pour le domaine public, ils ne sont pas payés tout de suite et ça met des retards de charge et ça a mis beaucoup d'entreprises en difficulté. Exactement. Après, pour cette année, il faut savoir qu'on a enregistré un repli en 2021, mais d'après les économistes, donc c'est pas moi, ce sont nos économistes, l'IEDOM et tout, c'est pas un retard qui a été enregistré par rapport au Covid directement, mais ça a été enregistré parce qu'on a eu trop de mouvements sociaux suite à la crise. Ça veut dire que lorsque toutes les entreprises ont rouvert, tout le monde a commencé à revendiquer. Donc, il y a eu les différents blocages qu'on a eu dans les différents secteurs d'activité. Et ça a été aussi un deuxième coup qui a été dur pour l'économie. Puisqu'il faut savoir... c'est fin 2021. Fin 2021, ça exactement. concerne que fin 2021. Exactement. Et comme la relance commençait, comme ça commençait à reprendre, donc ça a été compliqué pour les entreprises. Et là, elles n'ont pas été dédommagées. Donc, même si effectivement...
Au niveau des chambres consulaires, elles ont fait les remontées pour essayer d'aider les sociétés, mais l'État n'a pas pris en compte en disant là maintenant vous devez reprendre, donc débrouillez-vous quoi. J'ai pas les chiffres pour 2022, je pense qu'on verra en septembre, on fera des émissions pour voir ça. Tu le sens plutôt bien? Non, moi je dis la vérité, là on n'est pas sur une pente montante. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu trop d'emplois dans le sens où beaucoup d'entreprises ont fermé, mais il y a eu des nouvelles créations. Donc ça veut dire que des personnes, une fois qu'elles ont été confinées chez elles, elles en ont profité pour se fermer ou bien pour faire une relance d'activité ou bien pour ouvrir une entreprise. Mais beaucoup de personnes qui étaient en activité ont fermé puisqu'avec la succession d'accumulation de charges, c'est impossible à gérer. Le gouvernement aurait dû faire soit une annulation, ou soit faire les premières propositions qu'on avait eues. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu permets à un restaurant de prendre que 40 couverts ou que 30 couverts, eh ben, tu réduis les charges et de manière à avoir 30 ou 40% de charges correspondant. Tu ne peux pas demander à un restaurant d'ouvrir, de prendre seulement 20% de sa clientèle et de lui demander de payer les charges. L'intégralité des charges derrière. Ça, c'est ingérable. Donc, pas d'annulation de charges, finalement... ce n'est que retarder l'échéance, mais qui s'accumule. Et qui s'accumule finalement. Donc là, c'est la reprise. Le gouvernement communique en disant, donc ça, je leur en ai déjà parlé parce qu'on a fait des interviews entre-temps, c'est la relance. Mais la relance, ça veut juste dire que les gens sont sortis de chez eux. Donc ils ont été à la boulangerie, ils ont été consommés. Ça ne veut pas dire que le boulanger derrière, l'argent qui va rentrer dans sa caisse, il va devoir payer les charges qu'il a depuis 2 ans accumulées. Donc c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et là, on va voir ce que va faire Bruno Le Maire. De toute façon, son cabinet est assez réactif. Donc je vais commencer à mettre en place les rendez-vous. Et en septembre, on va regarder ce qu'on pourra avoir comme information. Bruno Le Maire qui n'est pas très confiant non plus. Enfin, il essaie d'avoir, je pense, un langage de vérité compte tenu de la crise énorme qui se profile à l'horizon. Un des points les plus problématiques, ça reste l'inflation. Qui ne commence pas avec la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Elle avait commencé J'aimerais avoir le graphique, s'il te plaît, Yann, si on peut avoir le graphe. En plus, voilà, donc elle avait déjà commencé avant, et il faut savoir qu'avec décembre 2020. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'avec le Covid, alors c'est vrai que le gouvernement a aidé, mais il faut savoir que plus on aide, ça veut dire plus on fait des chèques pour les ménages et plus ça fait monter l'inflation. Puisque lorsque les propriétaires, par exemple, ils savent qu'il y aura une aide du gouvernement, s'ils doivent augmenter le loyer, ils vont augmenter le loyer. Exact. Les magasins vont augmenter puisqu'ils ont été impactés par la crise. Donc, ils vont essayer de se rattraper en augmentant leurs tarifs. Et ça, c'est un cercle vicieux qui fait que l'inflation n'arrête pas de monter. Alors, avant les élections, c'était assez comique parce qu'on en a parlé. Moi, j'avais déjà eu l'information, puisque au niveau de la Cour européenne, c'était déjà prévu, qu'on allait rentrer dans une espèce, je ne vais pas dire de récession, mais qu'on allait revenir à l'ancien système. Mais il faudra que le mot sorte à un moment donné. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra que le mot sorte, mais clairement, qu'on revienne à l'ancien système où on va se retrouver à ne pas devoir dépasser les 3% là, demandés par la Cour européenne. Donc, ça va être compliqué, je pense, je pense au moins jusqu'en 2023, mais on verra ça, on aura le temps d'étudier tout ça. Mais clairement, sur 2022, c'est une mission impossible. Alors, je sais que la Réunion s'en sort mieux que nous. Ça veut dire que là, ils arrivent à faire une reprise, mais ce n'est pas le même. Ils ne sont pas dans le même contexte que nous. Donc, c'est différent. Et puis, les Réunionnais, j'en parle souvent dans mes émissions, ils consomment beaucoup local. On ne peut pas non plus, à un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut que notre économie reparte, il faut consommer guadeloupéen. Il n'y a pas de secret. Il faut acheter chez les Guadeloupéens. Je rappelle que quand on achète dans une entreprise guadeloupéenne, elle paye plusieurs impôts. Le premier impôt va à la mairie. Parce que là, pour l'instant, et il me semble que le président de région en avait déjà parlé il y a quelques mois, l'État ne nous a pas renfloué tout l'argent qu'on a perdu. On a perdu l'argent des touristes sur 2 années. On était à plus d'1 million de touristes. C'est beaucoup. On était déjà à 2 millions et on allait atteindre la barre des 3 millions. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans notre caisse. La dernière fois que j'ai fait une réunion avec la chambre de métier, par exemple, juste pour avoir une idée, c'était il y a longtemps, mais on était déjà au niveau de l'artisan à au moins plus de 400 millions, je crois, d'euros qui n'étaient pas rentrés. Ça veut dire que les artisans eux-mêmes, ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Quand je parle des artisans, tout. Puisque lorsqu'il y a des touristes, les hôtels achètent du pain pour que les touristes puissent avoir le petit déjeuner. Tout est lié finalement, c'est une chaîne économique. Exactement, c'est toute l'économie qui fonctionne. Donc,
pour que notre économie reprenne, il n'y a pas de secret, il faut consommer local. Puisqu'après, le boulanger, par exemple, il va aller payer son impôt locaux, qui va donner de l'argent à la mairie, qui va payer, aider les japés, les cantines, qui va payer les femmes, par exemple. Exactement. Donc ça si on veut du ruissellement, il faut injecter l'argent en local. Exactement. Donc il faut consommer local. Là, maintenant, c'est nous et nous. C'est notre propre responsabilité. Nous, on sera effectivement, on a moyen d'être plutôt épargnés, on a quand même du foncier disponible, on peut cultiver, on a des producteurs qui sont très actifs, exactement. On a de l'agro-transformation qui est en cours, donc on a des solutions palliatives. Et il faut en profiter justement pour mettre tous ces gens-là en avant. On est d'accord là-dessus. Donc, tu organises de toute façon un salon pour les mettre en avant. Pour mettre les producteurs en avant. J'ai pas fini le point économique. Je profite de ta présence parce que franchement, tu as des analyses pointues. Moi, j'adore. Merci, on était sur donc l'inflation sur la nourriture. Donc, tu as déjà posé une solution. On pourrait déjà commencer à consommer local, sur d'autres productions aussi. Ce qui inquiète finalement le gouvernement au plus haut point, ça reste la facture énergétique qui augmente. C'est ça, encore une fois, ça inquiète le gouvernement, mais en ce qui nous concerne, nous, la Guadeloupe, on ne devrait pas être concerné. Ça ne devrait même pas être un problème sur lequel on débat ce soir. A priori. Il faut savoir qu'on va faire un petit peu d'histoire rapidement, parce que sinon ça va être trop long à expliquer. Il faut savoir que lorsque le général de Gaulle a demandé à Aimé Césaire de nous faire voter la départementalisation, parce que la Guadeloupe voulait son indépendance, ainsi que la Guyane et la Martinique. Il nous avait promis une certaine autonomie. D'ailleurs, après, plus tard, ça a été mis dans la Constitution. Mais dès le départ... L'État français était censé accompagner la Guadeloupe vers l'indépendance. Voilà, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a supprimé ça, qui est revenu sur ce point. Ça veut dire, au départ, à la base, il avait mis la SARA. C'est pas le même système que la SARA qui est actuellement, mais c'est-à-dire qu'on pouvait prendre notre pétrole directement au Venezuela. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? Ça, c'est les Guadeloupéens. Donc après, c'est des choix. Il faut nous aussi qu'on regarde ce qu'on veut pour notre territoire. Si on veut être indépendant énergétiquement, on a ce qu'il faut. La région, on peut voir avec la région comment nous accompagner. Je sais qu'il y a des sortes de congrès. J'ai pas toutes les informations. Moi, je suis nulle en politique. Je dis souvent, je fais pas de politique. J'entends beaucoup, surtout que je reçois souvent Gilles Casimir, qui nous explique pour les congrès qui ont été mis en place. On se souvient de ce qui s'est passé à Basse-Terre déjà, avec Madame Chevry, donc, depuis en 1999. Donc, on a les possibilités de ne pas subir cette inflation énergétique. Le Venezuela, c'est à côté, et on peut prendre aussi à Trinidad et tout, puisque c'est ce qui se faisait déjà avant économiquement sur notre territoire. Donc ça, c'est la responsabilité des Guadeloupéens. Puisqu'on a complexifié finalement nos circuits d'approvisionnement. Non, c'est que les présidents français, à partir de, je crois, j'ai pas envie de donner de mauvaises dates, donc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les dates, parce que là, je n'ai pas les informations, je ne suis pas là entre femmes, mais c'est que les présidents français, à un moment, après Giscard, il a changé le système. Il a voulu qu'on soit totalement dépendant et qu'on parte dans l'assimilation. Et du coup, pourquoi est-ce que... Alors, il faut savoir, il faut que les Guadeloupéens sachent quand même que notre essence vient des îles du Nord. Ça vient de la Norvège et de la Suède, là. Pourquoi ? Ouais. Europe. Ouais. Parce qu'on doit consommer européen, mais ça n'a finalement. Aucun sens. Et qu'on a une position, alors ça c'est pas commercial du tout, on a une position de monopole finalement de la SARA. Voilà, alors que c'était pas censé être comme ça au départ. Mais ça n'est pas censé exister. Nous sommes d'accord lorsque ça avait été instauré par le général de Gaulle. Que je dis pas que tout ce qu'il a fait est bien, mais sur ce point-là, j'ai étudié les bons points, on aurait pu les garder. Voilà, les bons points, on aurait pu les garder. Et celui-là, c'est un bon point que les présidents, après lui, n'ont pas souhaité maintenir. Donc ce serait l'occasion finalement de revenir sur des discussions et des négociations. Emmanuel Macron est libéral. Chiche. Mais eux-mêmes, ils sont en train de changer leur circuit d'approvisionnement. Voilà. Il y a un petit peu de bluff quand même dans ce qu'ils disent, parce que d'un point de vue technique, ça va prendre des années de changer les chaînes d'approvisionnement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Mais leur objectif, c'est de passer en hydrogène vert, de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. On devrait faire la même chose. Normalement, déjà, on ne devrait même pas payer pour faire Chronopost, la douane et tout ça. On ne peut pas prendre un colis qui sort de la France, territoire hexagonal, qui passe sur la mer, qui est toujours la France, mais territoire maritime, pour arriver en Guadeloupe, qui est la France. Ça n'a pas de sens. Donc, normalement, on devrait produire l'électricité électrique, enfin, l'électricité maritime,
pour fournir toute l'Europe, parce qu'on a les capacités de le faire. On a toute la zone, Monsieur on a toute Nagam, la mer Monsieur nous Nagam est appartient. sur le projet. Monsieur En Nagam. plus, Avec voilà. de l'éolien offshore, la France se targue justement d'avoir ouvert leur premier parc d'envergure. Ça fera partie des énergies. Mais ils sont déjà en futures. conflit avec les autres pays européens qui veulent pas voir des. Mais pourquoi aller en Europe faire ça alors que toute la mer nous appartient? On est deuxième puissance mondiale, pourquoi? C'est juste pour nous envoyer des produits et pour qu'on coule parce qu'on est juste des consommateurs. Est-ce que ça a vraiment un sens? Ça, c'est la question que les Guadeloupéens devront se poser à un moment. Quand on t'entend, on dirait que tu mets les cartes justement dans les mains des Guadeloupéens, que ce sont les Guadeloupéens qui ont les cartes en main et qui doivent décider. Mais oui, mais en fait, moi, dans mon émission, on fait que des analyses. Donc, j'invite les professionnels. Ils parlent de leur entreprise, ils expliquent ce qu'ils font. Et on invite aussi des gens qui sont spécialisés dans l'économie, que ce soit pour aider les gens à payer leurs impôts, pour leur aider à payer leurs entreprises. Mais ça, ce sont des outils que moi, je donne aux Guadeloupéens. C'est pas pour moi. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas là pour faire bébelle. D'ailleurs, je suis jamais coiffée en émission comme ce soir. Donc, c'est pour que les Guadeloupéens aient les outils pour qu'ils puissent créer des entreprises et pour qu'ils puissent produire. Après, il y a des verrous qu'il faut faire sauter. S'ils veulent les faire sauter, libre à eux de le faire. Donc, pour toi, ça reste une volonté guadeloupéenne. Les verrous, c'est pas le réel frein. On peut les faire sauter. Mais bien sûr. Si mais quand on a des réglementations qui viennent de... Tout ça, c'est politique. Les réglementations, qui les fait? Ce sont les hommes et les femmes politiques. Donc là, il vient d'y avoir des élections. Est-ce que chaque personne a voté pour la personne qui leur disait vraiment ce qui était... Moi, il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Comment on a pu, enfin, en Guadeloupe, voter, par exemple, pour un président qui n'avait aucun programme économique, oui. Alors que nos territoires étaient déjà pas c'était pas en très mauvaise santé financière, voilà. oui. Donc moi, je pense que les gens, bon après c'est peut-être parce qu'aussi, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'aussi, là où j'ai grandi, ça se passait comme ça. Je veux dire, on avait déjà, moi-même, j'étais mère des enfants quand j'étais petite dans ma ville et tout. Donc, je ne sais pas, mais tout ça, c'est politique, en fait. Il faut choisir les personnes qui sont pour le développement économique. Après, si les gens veulent ne pas choisir les personnes qui sont pour le développement... L'assistanat, ça ne va pas durer tout le temps. Vous avez déjà vu... Ça là, fait des années. Il faut comprendre déjà ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, ils ont commencé un peu par les restrictions au niveau budgétaire dans les administrations publiques. Après, on voit bien que les administrations sont de plus en plus pauvres. On a l'exemple de l'hôpital. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Il y a plus d'argent. En plus, exactement. Et je rappelle quand même au passage que Emmanuel Macron était dans les deux anciens. Alors, on oublie souvent qu'il était dans les deux anciens. Mais il me semble qu'il a participé lorsque monsieur Xavier, là, celui qui a fait... les trucs avec Valérie Pécresse, là, Bertrand. Vous êtes Xavier Bertrand. Je suis nulle en politique, moi. Xavier Bertrand. Mais en tout cas, je suis peut-être nulle en politique, mais il me semble que le nom de monsieur Macron était dans le premier rapport qui disait qu'il fallait déjà réduire les moyens donnés aux hôpitaux. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a une politique. Non, mais justement, on a un glissement vers la pauvreté des administrations, on va dire. Oui, mais il n'y a plus d'argent. Parce qu'il y a une raréfaction des fonds, tout simplement. Exactement. Après, la grande question que les Français se posent, c'est comment on peut être l'un des pays les plus taxés au monde, mais effectivement... Si les Français, ça ne les dérange pas d'avoir plus de 500 sénateurs, alors que les États-Unis sont un pays continent, ils en ont 101, ça, encore une fois, c'est un problème politique. Aux États-Unis, il y a un sénateur par État. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a 500 sénateurs? On a 577 sénateurs qui coûtent par mandature 1 440 plus d'un 000 million. Non, 1 500 000 euros qu'ils nous coûtent sur une mandature. Donc les Français ont envie de payer tous ces gens-là. Payez. Qu'est-ce que tu veux il n'y a pas de... Oui, mais après, on a plein de dysfonctionnements, effectivement, dans les administrations. On a le sentiment qu'un peu rien ne fonctionne, finalement. Mais rien ne fonctionne parce qu'il y a trop de couches, de strates. Il y a trop de personnes qui s'occupent de la même chose, en fait. Par contre, il y a quelque chose que j'ai entendu, que j'ai remarqué. Je trouve que c'est un bon système. Alors, comment s'appelle le président du département? Je suis désolée. Le président du département, Guy Losbar. Oui, voilà, Guy Losbar. J'ai vu aux infos, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il allait mettre un système en place avec ses équipes où il allait supprimer tous les doublons qu'il y a dans ses services. Et franchement, rien qu'en faisant ça, vous allez voir que demain... Oui, c'est en cours au département. Il est en train d'opérer quelque chose là. Voilà, donc rien qu'en faisant ça, vous allez voir que quand vous allez déposer un dossier, normalement, c'est censé aller une année plus vite. Et après, on ne va pas se mentir. Par exemple, on sait que quand quelqu'un dépose un dossier en Martinique,
ça file comme le vent, alors qu'en Guadeloupe, ça prend beaucoup plus de temps. On verra maintenant. De toute façon, toi et moi, on a fait le lancement lorsqu'il y a eu lorsqu'ils ont pris leur poste là, au siège. L'investiture. Voilà, donc toi et moi, on a animé l'investiture. Ils ont dit qu'ils faisaient la gouvernance partagée. Oui. Et ben, chiche, on va voir. Puisque en Martinique, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule collectivité qui décide de tout. Donc après, si notre collectivité, nous, en Guadeloupe, on veut que ça aille vite, ben on va voir comment nos collectivités vont travailler ensemble pour mettre les choses en place. Après, je vois qu'il y a eu un énorme changement entre l'ancienne mandature et la nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est parce que M. Lesbar est arrivé et du coup, maintenant, ils s'entendent, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, je vois, forcément, exemple, quand il y a une meilleure collaboration, ensemble, ça roule mieux. Ça fonctionne. Mieux. Et tu as dit quelque chose en début d'émission qui a un peu interpellé justement les auditeurs, les internautes, c'est que donc économiquement, donc la première mandature d'Harry Chalus finalement était porteuse. Mais largement, mais bien sûr. Mais attends, mais quand Harry Chalus est arrivé, je rappelle que quand il a pris mais ça, c'est moi, je ne suis pas pro Harry Chalus. Hein. Je ne fais que de dire ce que je vois sur les chiffres. Lorsqu'Harry Chalus est arrivé, la Guadeloupe, je rappelle qu'on était le 3e pire département de France. On était après l'accord. Ça veut dire que l'État s'était même retiré tellement économiquement, c'était une catastrophe. Les gens demandaient des subventions, les politiques avaient promis plein de subventions aux gens, je ne sais pas s'ils pouvaient pas. Je ne vais pas rentrer dans ce dossier. Mais la Guadeloupe était le 3e pire département de France. Quand Harry Chalus est arrivé, déjà on se souvient puisqu'il y avait Yannick Noah qui devait faire le truc de tennis en Guadeloupe. Je me souviens qu'Harry Chalus a dit non, parce que quand il a regardé les comptes, il a dit non, mais ça coûte trop cher votre truc, on ne va pas faire venir des bateaux pour faire venir tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Les Guadeloupéens ne vont pas payer ça. Pourquoi ça a été maintenu ? Parce que je rappelle qu'il avait déjà dit que lui, personnellement, il ne va pas mettre de l'argent dans ça, il a d'autres choses à payer. Ça a été maintenu parce qu'on nous a envoyé une ministre de l'Outre-mer, il me semble, qui est venue et elle lui a dit, bon, si on maintient le truc en Guadeloupe. En contrepartie, on va mettre en place des structures sportives pour aider les sportifs et tout ça. Je ne sais pas après, parce que j'avouerai que le sport, c'est pas trop ce que je regarde. Voilà. Je ne sais pas si ça a été maintenu ou pas, mais je sais qu'économiquement, il avait déjà dit non. Donc ça veut dire qu'il a réorienté l'économie de la Guadeloupe et il a plus investi sur les hommes peut-être que sur le bâtiment. En tout cas, dans les quelques années là où il a commencé sa mandature, il y a eu vraiment... Alors déjà, il faut savoir, mais ça vous pouvez vérifier sur l'INSEE, le chômage a baissé déjà de moins, je crois, 40 ou 50%. Rien qu'avec la politique qu'il a mis en place. Donc après, si on consomme local, on continue... bon là, je ne sais pas, c'est la crise, donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Donc on verra au mois de septembre comment ça va s'avancer. Mais oui, donc ça, vous pouvez vérifier, ce sont des infos vérifiables. De toute façon, je donne toujours des infos vérifiables. Bon là, on n'est pas dans mon émission, donc je n'ai pas les sources. Mais vous pouvez aller regarder sur l'INSEE, par exemple, et vous verrez la différence entre le chômage d'avant et le chômage d'après. Et la différence économique aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit point éco. J'aurais voulu poursuivre, mais on va être rattrapé par le temps et on n'a pas encore parlé de ton salon. Donc ton salon, comment ça va se passer ? Alors c'est pas un salon. Alors c'est des déjeuners qu'on fait. Donc nous sommes mis à plusieurs Guadeloupéens et tous les dimanches on fait des repas, on fait des journées. C'est à l'espace Abdon, à la route Gaspard Fouché à Sainte-Anne. Donc lorsqu'on arrive à Sainte-Anne, pour les gens qui arrivent du Gosier, avant d'aller à la plage, il y a le rond-point, ils font le tour de rond-point et c'est indiqué Fouché. Et de toutes les façons, on a mis en place une billetterie, il y a le lien, les gens peuvent... D'ailleurs, je leur conseille de prendre les préventes à l'avance, puisque justement, donc ce qui a été mis en place, c'est que nous avons des agriculteurs, des marins-pêcheurs, plein de Guadeloupéens qui veulent nous accompagner sur cet événement. Et d'ailleurs, il y a même des artisans, puisqu'ils étaient contents que j'ai fait tout le suivi pendant la crise, là. Donc, ils nous donnent des produits, donc ils nous aident. Et le but, c'est que les Guadeloupéens puissent venir consommer les produits locaux. Donc, même les vacanciers puissent venir consommer les produits locaux. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de réserver, parce qu'après, par exemple, si un pêcheur nous donne un merlin, ou 2 merlins, ou du thon guadeloupéen, et bien là, il fine. Donc, il faut venir... Et de toute façon, vous allez voir, on va prendre un artiste différent chaque dimanche. Des fois, on aura des conteurs. Par exemple, Benzo, on sait déjà qu'il y aura Benzo le 24. On commence avec François Ladrezo. Et à chaque fois, on va vous proposer une nouvelle formule. Il va y avoir des jeux
Donc les jeux en temps longtemps, les gens pourront venir pour jouer avec leurs enfants. D'ailleurs, les adultes pourront jouer aussi. C'est assez comique. On a vu ça cette semaine puisqu'on a fait une émission suite à ça qui a été diffusée déjà sur Canal. Et moi, du coup, je vais profiter pour aller sillonner toute la Guadeloupe et pour aller chez tous les gens qui participent avec nous pour mettre cet événement en place. Mais franchement, c'est un plaisir parce que les artistes commencent vraiment à nous rejoindre d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui nous disent c'est génial ce que vous faites et tout, on veut participer. Enfin, c'est génial quoi. Et que ce soit les fournisseurs. Là, par exemple, j'ai reçu un jeune qui a fait un jeu qui s'appelle Fond l'Esprit Coco. Ben, je vais le Damien contacter. Lurel, on Exactement. Voilà, je vais le contacter justement. Je ne l'ai pas encore fait. Bon, ça, c'est ce serait une bonne animation. Mais oui, hein. exactement, pour que les gens puissent découvrir ces jeux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y aura alors, il y a des gens qui ont des chevaux. Donc, il y aura une journée où on va faire de l'initiation avec le cheval. On est en train de voir là, on est en train de voir comment on peut organiser une dictée créole parce que je sais que ça tient à cœur aussi à l'un de nos collaborateurs. Donc on va mettre pas mal de choses en place et on invite vraiment les Guadeloupéens à venir regarder ça, à venir participer avec nous sur la ville de Sainte-Anne. Donc ce sera tous les dimanches. Tous les dimanches, exactement. Donc ça espace Abdon, donc à route de Gaspard Fouché. C'est un jeune qui a mis ça en place et je trouve que c'est pas mal ce qu'il a fait. Donc on peut essayer de regarder un petit peu comment ça va se mettre en place. Excellent. Oui, il y aura des poneys, Yvan Franck. Alors, je n'ai pas confirmé pour les poneys. Je sais qu'il y aura des chevaux, mais on va communiquer. Les petits formats, c'est pas sûr. Voilà, mais on va communiquer au fur et à mesure. On vous donnera les informations. Et comme ça, vous saurez lorsqu'on aura des artistes, lorsqu'on aura des animations. Vous aurez toutes ces informations-là. Et n'hésitez pas, surtout, vous nous appelez 06 90 93 51 90. Si vous voulez participer, vous m'appelez. Par exemple, si vous voulez mettre en place une animation pour que les jeunes puissent découvrir une animation, vous m'appelez. Et si vous voulez réserver, vous m'appelez. Super, merci beaucoup Sabine. Sabine qu'on retrouve quand ? Alors, tous les lundis, puisque l'émission Entreprendre se passe en format vacances, donc on est en mode fraîcheur naturel. Donc je vais sillonner la Guadeloupe. Donc là, on a commencé déjà avec des animateurs. Alors moi, je m'éclate. J'ai essayé de faire les jeux. Bon, je suis hyper nulle, mais c'est pas grave. J'en profite. J'essaie de me détendre. En plus, j'ai pas eu de vacances l'année dernière parce que j'ai fait tout le suivi de la crise. Donc je profite de ces vacances pour essayer de me détendre sur ça. Et après, vous me retrouvez à la rentrée au mois de septembre pour repartir dans des émissions plus sérieuses. Mais là, je profite et j'essaie de sillonner toute la Guadeloupe. Je vais aller faire une journée avec un marin-pêcheur, une journée avec un agriculteur. Ça va être génial. C'est encore du boulot, mais pour elle, c'est de la détente. Ouais. Oui, pour moi, effectivement, c'est de la détente. Bah oui. En plus, j'adore ça. Je vais aller filmer ce qu'ils font, leur travail, ce qu'ils mettent en place, comment on fouille la terre, comment on plante, à quelle lune. Il y a un monsieur, alors on a été déjà allé voir, j'ai vu plusieurs agriculteurs, ils commencent déjà à me dire oui, il faut recommencer à planter. Il y a des trucs qu'on avait en Guadeloupe qu'on n'a plus. Donc vous allez découvrir tout ça. Suivez-nous pendant toutes les vacances. Merci beaucoup Sabine d'être venue sur le plateau ce soir et pour tout le travail que tu réalises pour l'économie guadeloupéenne. On rappelle que tu donnes énormément de conseils. Ce sont les Guadeloupéens, moi je ne fais que retransmettre. Oui, mais tu portes ta pierre justement à l'édifice et c'est vrai que tu as une certaine pédagogie, une très bonne pédagogie finalement. Tu arrives à beaucoup vulgariser les informations. Et, c'est le but, ouais. Tu apportes beaucoup finalement au tissu entrepreneurial guadeloupéen. Donc je tenais à te remercier, te féliciter pour ça. J'en profite. Merci Harold, c'est gentil. Donc ne manquez pas, ce sera tous les dimanches des grandes vacances. On rappelle le lieu et l'heure des rendez-vous. Alors le lieu c'est à l'espace Abdon, route de Gaspard Fouché, 97 180 Sainte-Anne, Guadeloupe. Merci beaucoup Sabine, le rendez-vous est donné et ça commence effectivement avec François Ladrézeau ce dimanche 3 juillet. C'est un événement familial, les enfants vont s'éclater. Et il va nous faire un souhait aussi, il vient avec des danseuses, elles vont nous faire un souhait pour vous faire du gros cas les Guadeloupéens. Donc profitez, il y aura des cours, il y aura 1 heure d'activité. Super, une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision et je crois que ça enchaîne avec le lancement des Carib Games puisqu'on accueille les Jeux Olympiques de la Caraïbe ici en Guadeloupe. On verra comment on se défend dans les différentes disciplines sportives. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Allez, la Guadeloupe, gagnez, bah, ils ont intérêt à gagner. Vous êtes à domicile. Mais oui, c'est à domicile. Pour une fois, on a dit on fait tout. Maintenant, tous les pays doivent venir ici là, pour qu'on le gagne. Là. On les élimine et voilà. On impose le respect ici. Exactement. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. Au revoir.